messieurs. On se contente de vous écouter, mais venez vous installer à mes côtés. Alors, je ne sais absolument pas combien de temps pour les conclusions. Je vous laisse faire. Il reste 20 minutes. 20 minutes par personne? Oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut nous indiquer combien de temps chaque intervenant aura avant de se faire gronder? Nous ne savons plus. Vous leur faites confiance. On m'a dit 20 minutes. 15 minutes. Voilà, 15 minutes, un quart d'heure. Très bien. Bon. Donc on va commencer tout de suite. Ce sont les conclusions de cette conférence. 2 personnes pour faire les conclusions, 2 domaines différents mais extrêmement importants, et 2 personnes qui se ressemblent par leur infatigable volonté de faire monter au plus haut niveau de la conscience publique en France et ailleurs, même en Europe, les océans, la préoccupation pour les océans, dans des secteurs différents, le secteur de l'économie, de l'industrie avec Francis Vallat, et dans le secteur de la décision politique, de l'opinion publique, pour le sénateur Jérôme Bignon. On ne les présente plus, je ne les présenterai pas, donc vous avez par le détail toutes leurs fonctions et toutes leurs activités. Je voulais simplement dire à quel point je suis impressionné par leur volonté d'avancer et par les initiatives qu'ils peuvent mettre en marche. Ça fait peu de temps que je les connais et je dois dire que ce sont des personnages assez impressionnants en faveur des océans. Il en faudrait encore plus. On commence par Francis Vallat, qui va nous parler de l'aspect entreprise. Merci beaucoup Serge, merci beaucoup Monsieur l'ambassadeur. Bon, les mots sont trop élogieux, mais ça fait partie des traditions de l'exercice. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, nous nous réjouissons beaucoup d'avoir un ambassadeur des océans, auprès des océans, d'une part, et nous nous réjouissons beaucoup, j'en dirai pas plus parce que c'est un homme humble, mais nous nous réjouissons beaucoup que ce soit Serge Ségura. Bon, le sujet qui m'a été donné par les organisateurs, que je remercie encore de leur confiance et que j'espère ne pas décevoir, c'est connaissance des océans et compétitivité économique. Comme lui dit le général de Gaulle, vaste programme. La mer, c'est évident, va être l'une des bases fondamentales de l'économie future, tout en étant de plus en plus un élément de plus en plus puissant de la productivité et donc de la compétitivité de la dite économie. Ce qui est à la fois une chance extraordinaire face aux défis de notre démographie à l'horizon 2050, et puisqu'on pense que ce sera le pic de 9 à 10 milliards d'habitants, et en même temps un danger formidable, au sens étymologique du terme, formidable, qui fait peur, ce qui d'ailleurs inquiétait énormément Jacques-Yves Cousteau, dont à la fin de sa vie c'était la principale préoccupation. Et je l'évoque avec légitimité parce que j'ai l'honneur, et j'adore le dire ici, évidemment, vous le comprendrez bien, j'étais l'armateur de la Calypso. Premier point, la situation actuelle et son évolution illustrent ce propos du fait du poids actuel de l'économie maritime d'abord, mais ensuite et surtout du fait de son accélération. C'est le phénomène, c'est le couple infernal pour les uns, très prometteur pour les autres, maritimisation, mondialisation, l'un étant l'instrument de l'autre, les deux vont ensemble, et c'est un couple dont la puissance est irréversible et qui, comme disent les Anglais, reshapes the world à l'heure actuelle. Le maritime, c'est la deuxième activité du monde aujourd'hui, avec 1500 milliards d'euros de chiffre d'affaires, juste après tout ce qui touche à la nourriture, mais surtout, on va passer de 1500 milliards d'euros à 2000 milliards d'ici le milieu des années 20, dont la moitié, y compris dans les scénarios de croissance molle, dont la moitié proviendront de ce qu'on appelle les nouvelles industries de la mer, les EMR, les énergies marines renouvelables, l'aquaculture, les biotechnologies, le dessalement, le deep sea mining, etc. L'OCDE, quant à elle, pariant sur 3000 milliards en 2030.
Donc l'économie maritime, bien avant tout ce qui est aérospatial, communication, aérien, etc., etc. Sachant que la troisième activité du monde, c'est la drogue, avec 1000 milliards de chiffre d'affaires. C'est une indication au passage. Aujourd'hui, 50 000 navires circulent sur les mers, dignes de ce nom de commerce. Mais surtout, c'est plus de 40% d'augmentation dans les 10 dernières années et plus de 70% de capacité d'emport parce que ce sont des navires de plus en plus gros. Et les dernières prévisions sont encore en tendance lourde à l'augmentation sur la prochaine décennie. Les tonnes transportées, c'était 2,6 milliards de tonnes dans les années 70, mais surtout, c'est 11 milliards maintenant, et ça sera 16 milliards en 2020. À certains égards, c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que à la tonne transportée, le maritime qui doit faire encore beaucoup d'efforts, en particulier au niveau des émissions de gaz, et le transport le moins polluant, beaucoup moins que l'avion ou le camion. Un porte-conteneur de 15 000 boîtes, c'est 150 km de camion pare-choc contre pare-choc sur les routes. L'explication est simple. Le monde est devenu tout petit, c'est un village. Pour transporter 20 tonnes de marchandises de Shanghai sur le Havre, c'est moins cher qu'un billet d'avion en classe économique sur la même destination. 20 tonnes, c'est moins cher qu'un seul billet d'avion en classe économique. Aujourd'hui, un réfrigérateur, n'importe quel instrument, aspirateur acheté dans un magasin ici, en France, le coût du transport, ça compte pas. C'est quelques centimes d'euros. C'est beaucoup moins cher de transporter ce réfrigérateur de la Chine jusqu'ici, jusque chez nous, que de le transporter entre Paris et Châteauroux. L'explication, c'est évidemment la puissance de l'outil maritime, qui n'est pas un phénomène nouveau. Il a suffi que Vasco de Gama passe le cap de Bonne-Espérance pour qu'en 20 ans, la puissance de Venise soit détruite au profit de Lisbonne. Et c'était déjà pour l'importation des épices et autres produits d'Extrême-Orient. C'est une histoire absolument passionnante. Il a suffi que le cabotage naisse, même si 2 bateaux sur 3 coulaient à l'époque, au Moyen-Âge, entre Lisbonne, pour reparler d'eux, et les Pays-Bas, et ça a tué les grandes foires terrestres. Les poissons. La consommation individuelle a doublé dans les dernières 50 années, nous dit la FAO, en passant de 10 à 20 kilos par habitant et par an. Et en même temps, la démographie, vous savez à quel point elle galope. Donc on est à 170 millions de tonnes de poissons aujourd'hui, pour la première fois depuis l'année dernière, avec plus d'aquaculture que de pêche classique. Mais dans les deux cas, évidemment, ça pose des problèmes. Les ressources halieutiques et l'aquaculture, ça n'est pas neutre sur le plan environnemental non plus. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Les câbles. Vous avez à l'heure actuelle 1 million de kilomètres posés au fond des mers de câbles qui transportent beaucoup plus que des milliers de fois plus que les milliers de satellites qui sont dans l'espace. 99%, grosso modo, 98% des télécommunications passent par des câbles. Et on ne cesse, les navires câbliers qui posent des câbles au fond des mers, les flottes ne cessent de s'étendre parce que ça continue. Le deep sea mining, auquel on a fait allusion tout à l'heure, aujourd'hui c'est quasiment 300 millions d'euros de valeur, mais surtout ça sera des dizaines, voire des centaines de milliards dans les 10 à 20 ans qui viennent. C'est simple. On en sait assez pour savoir que les concentrations de tous les minerais, quasiment, quels qu'ils soient, minerais habituels, miniers précieux, etc., sont de 7 à 10 fois plus importantes là où les plaques tectoniques se rejoignent au fond des océans. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de permis déposés auprès de la haute autorité internationale. Et évidemment, c'est important. La tonne de cuivre, encore dans les années 2000, ça coûtait 2000 $. Aujourd'hui, c'est 10 000. Les emplois, 35 millions de jobs directs en ce moment dans le maritime, mais surtout, au minimum 40 millions, c'est les chiffres de l'OCDE qui dit d'ailleurs que certainement ils sont sous-évalués dans les années qui viennent. Donc une importance économique énorme de la mer qui pose, je crois, bien le cadre pour les activités traditionnelles. Mais le deuxième point, c'est qu'on sait par ailleurs que la mer est l'avenir de la Terre du fait d'un tas d'activités nouvelles. La cosmétologie, la pharmacie, l'alimentation, la recherche. On connaît à peine 5% du sol sous-marin, vous le savez tous, 10% de la faune. Certains d'entre vous me disent que c'est d'ailleurs encore moins que ça.
On découvre 1600 espèces par an, on en connaît 250 000, on estime qu'il y en a 2 millions. Domaine, terra, mera, mer inconnue. 400 hommes sont allés sur l'Everest, 500 dans l'espace, 2 seulement dans les fosses sous-marines. Alors ça peut être une chance pour l'homme, bien sûr, mais seulement si l'environnement est respecté. C'est d'ailleurs pour ça l'importance des océans que nous nous sommes beaucoup battus, y compris les gens de l'économie, pour que le GIEC rajoute un rapport complémentaire à celui qu'il avait fait sur la machine climatique et sur le rôle des océans dans tout ce qui se passe sur notre planète aujourd'hui. Pourquoi? C'est le 3e point. Je sais que je prêche des convaincus, mais ce sont les conclusions. Parce que la mer est un milieu fragile. Tous les océans du monde, j'aime cette image, tiendraient dans un carré. Si on les mettait dans un cube, ce cube ferait seulement, entre guillemets, 1100 km de côté. Donc c'est un monde limité, c'est donc un monde fragile. On y déverse chaque année 35 millions de tonnes de plastique, 10% de la production. On était à 1 million de tonnes dans les années 50, on est maintenant à 350 millions, 10% ils sont déversés chaque année. 280 000 restent à flotter, tout le reste est au fond des mers. J'ai vu des photos de l'Ifremer, c'est ahurissant de voir le fond des mers. Et en plus, c'est très très dangereux. On a à l'heure actuelle, on étudie, je préside l'association 7e continent qui étudie les continents de plastique. On sait très bien que ces plastiques charrient des métaux lourds comme le mercure. On s'interroge sur ce qu'on appelle la plastisphère, la multiplication des méduses. Nous venons de découvrir, pas nous, il y a 60 chercheurs qui travaillent avec nous derrière cette association et qui sont comment dirais-je, du CNRS, etc. On vient de découvrir qu'il y a des particules de plastique qui sont 36 000 fois moins épaisses qu'un cheveu. Alors on peut se dire, bon, ça n'a aucune importance. Ben non, on est en train de s'interroger sur le rôle que ça a sur le phytoplancton qui lui-même, vous savez, l'importance qu'il a pour comment dirais-je, pour l'aspect climatique. Il y a 3 milliards de déchets plastiques à peu près en Méditerranée. On estime 60 millions dans le seul golfe de Gascogne, dont 80% sont des déchets individuels. J'ai les durées de vie de tous ces déchets, ça va jusqu'à 1000 ans, entre 100 ans et 1000 ans. Et puis, il y a les déchets habituels, environ 6 millions de tonnes, enfin un peu de tout. Et puis, vous avez les accidents. Fukushima, on a tous en tête le nucléaire, mais Fukushima, ça a été en 24 heures 5 millions de tonnes à la mer, dont 3 ont coulé. Et 2 se retrouvent dans les grands gyres, dans les 5 grands gyres, vous savez, ces continents de plastique. On parle toujours de celui du Pacifique parce qu'il fait 7 fois la France, 5 fois le Texas. Mais il y en a de très gros aussi, 2 en Atlantique, dans l'océan Indien, etc. Il y en a 5 en tout. Et puis, il y a les nouveaux défis pour la mer qui sont un peu différents. Vous avez, par exemple, à l'heure actuelle, 60 000 navires, pour parler d'un détroit près de chez nous, qui passent à Ouessant, dans le Pas-de-Calais. Et ce n'est pas les anciens administrateurs des affaires maritimes qui me contrediront quand je dirais, quand on fait les statistiques, non pas des accidents, mais de ce que les Anglais appellent les near miss, c'est-à-dire les accidents évités à la dernière minute, on sait qu'on est vraiment au maximum. Et puis, autre défi, le défi ultralibéralisme versus sécurité maritime, bien entendu. On voit bien là qu'il y a des pressions contradictoires. Alors, je ne suis pas du tout désespéré par rapport à ces défis parce que le respect de l'environnement est possible et jamais personne ne le dit et c'est très démotivant pour ceux qui se battent, en particulier dans mon créneau à moi. Les pollutions par navires pétroliers ont été divisées par 20 en 20 ans, alors que les trafics pétroliers ont beaucoup augmenté pendant la même période. Les dégazages et déballastages, il y en avait peut-être 50 par semaine dans les eaux européennes. Je parle que des eaux européennes. Aujourd'hui, il y en a peut-être quoi? Une dizaine par an qui sont médiatisés avec des sanctions. C'est pour ça, c'est parce qu'on a pris des sanctions. Beaucoup d'entre nous, on s'est battus pour améliorer la surveillance, alourdir les sanctions sur les mauvais opérateurs, etc. J'étais moi-même armateur, je sais de quoi je parle. Ça a quasiment disparu alors qu'on nous disait que ça ne disparaîtrait jamais. Il y a eu toute cette naissance des paquets Erika, de la sécurité maritime, au titre de la qualité du transport maritime, que j'ai eu l'honneur d'incarner parce qu'on était au top de la qualité mondiale. J'ai représenté la France 10 ans à l'Agence européenne de sécurité maritime. J'en ai été vice-président, j'ai même présidé une année. C'est inouï, le travail qui est fait là-bas. Je peux vraiment en témoigner. Et puis, il y a
en fait, si vous voulez, j'ai une conviction, je vais accélérer un peu. Je sais que je le dis ici dans un milieu où souvent les gens qui se battent pour l'environnement n'aiment pas entendre ça, alors qu'en fait, ils devraient encourager les bons et gueuler contre les mauvais. J'ai une conviction, je vais vous dire. J'étais sûr que je prendrais ma retraite en ayant vu la complaisance gagner. Les pavillons de complaisance, les comportements de complaisance, etc. Je peux vous surprendre, mais je suis sûr que la marche vers la qualité est irréversible. Le terrorisme a changé de camp. On en parlait à midi avec Robert Calcagno. Ceux qui ont le micro aujourd'hui, maintenant, autrefois, il y avait que la concurrence qui comptait. Aujourd'hui, c'est l'environnement, la qualité, etc. Alors beaucoup me disent, mais il y a beaucoup d'hypocrites là-dedans. Qu'est-ce que ça peut faire? La Rochefoucauld disait, l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Donc ce qui compte, c'est que ces gens se sentent obligés de parler un langage vertueux. Et comme après, ils sont surveillés, ils savent très bien qu'ils prennent un risque s'ils ne s'alignent pas. Et je vous assure que je vois se prendre depuis quelques années des mesures dont je ne rêvais pas, que je n'osais même pas espérer. Il faut donc ouvrir nos esprits et lutter contre les scepticismes pour augmenter. Il ne faut surtout pas être dupe ou naïf, il faut rester extraordinairement vigilant, évidemment, parce que tout ça peut être mis en cause du jour au lendemain. Mais pour augmenter la mobilisation générale, je pense que ça ne vaut pas le coup, par exemple, messieurs les médias, de passer sous silence de la stabilité des gaz à effet de serre, alors que depuis 150 ans, ça ne cessait d'augmenter. Ou le fait que la couche d'ozone, normalement, devrait se reconstituer en 2050. Alors, il y a des cercles où on vous dit il ne faut pas en parler parce que ça va démotiver les efforts des hommes. Mais évidemment, la bonne présentation, c'est au contraire de dire que c'est parce que les hommes ont fait les efforts. Les CFC, etc. L'ozone, il ne s'est pas reconstitué tout seul. Le cinquième point, c'est que et dernier, j'espère que oui, je dois être à peu près dans les temps, c'est simplement du fait, et ça c'est la bonne nouvelle que je veux vous donner, du milieu que vous connaissez moins bien que moi, qui est ce milieu économique, où je sais qu'il y a des requins, des véreux, y compris dans les amateurs, etc. Je veux dire, c'est pas du tout un monde de petits saints. Mais en tout cas, il y a une chose qu'ils ont pigée, et je vais vous donner l'exemple du deep sea mining que je connais très bien. J'anime depuis 5 ans en France un groupe qui se réunit, l'ambassadeur y participe de temps en temps, toutes les 6 semaines, grosso modo, depuis 5 ans. Sont inscrites à ce groupe une 60aine de sociétés françaises, il y en a une 20aine en permanente qui participent à ces séances. Et on a identifié, ça nous intéresse particulièrement, puisqu'il y a 10 phases de l'exploration à la production. On invite aussi, de temps en temps, je le dis au passage, des représentants des ONG, y compris des ONG internationales, pour travailler avec nous. Et ça nous intéresse particulièrement en France parce qu'il y a 10 phases, et dans chacune de ces 10 phases, nous avons des leaders mondiaux qui sont capables de travailler. On n'a pas les machines aujourd'hui, mais avec des technologies qui ne sont pas celles du projet Nautilus, là, des énormes trucs, en protégeant l'environnement. Après qu'a été fait les analyses d'impact, parce qu'on le pense, il faudra naturellement le vérifier. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ces industriels, tous ces gens avec qui je parle depuis 5 ans, et avec autour de la table donc des ONG, des représentants de l'État, le ministère des Affaires étrangères, le secrétariat général de la mer, tout ça est fait en totale transparence. Il y a une chose dont tu pourras témoigner, c'est que ces industriels et ces économies, ils n'iront pas le faire, ça représente d'énormes investissements, ils n'iront pas, alors qu'ils travaillent beaucoup, ils ont déjà investi quelques dizaines de millions dans ils n'iront pas s'ils n'ont pas la certitude que d'une part, 2 questions fondamentales préalables auront été réglées. La première, c'est celle du bénéfice et des retombées pour un certain nombre d'habitants concernés. Par exemple, je parlais des plaques tectoniques tout à l'heure, elles sont dans les eaux internationales. Mais dans nos eaux territoriales françaises, à Wallis et Futuna, ailleurs, soit réglée la question des retombées pour les locaux. Et la deuxième raison, c'est qu'avec certitude soit établi que les mesures sont prises pour que l'environnement ne soit pas menacé. Et pourquoi le font-ils? Moi, j'aime bien la première raison qui est positive, c'est que je peux témoigner par rapport au monde que j'ai connu quand j'arrivais dans ce domaine, que les responsables ont changé. J'en suis d'ailleurs le témoin. Quand j'étais armateur en 1971, on dégazait à la mer, on ne savait pas. Eh bien, beaucoup de gens de ma génération, et encore plus les jeunes, c'est même pas la peine de le dire, on a à la fois des convertis. Donc il y a ceux qui n'iront pas parce qu'ils ne veulent pas abîmer la planète. Et puis la deuxième raison, qui est plus négative,
mais tout aussi efficace, peut-être encore plus, c'est qu'ils n'iront pas exposer leurs millions qui risqueraient d'être remis en cause parce qu'ils n'ont pas bien fait le travail. Aujourd'hui, c'est un des avantages de la transparence. Et je vous assure que ça vaudrait le coup de temps en temps de valoriser un peu plus les efforts que font les bons de l'économie par rapport à ceux qui s'en fichent. Merci beaucoup. Merci Francis. Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, à vous. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté de modérer, non pas le débat entre Francis et moi, mais de modérer notre participation à ces conclusions. Je voudrais assurer le président d'Indémer, le président du conseil d'administration et la présidente du conseil scientifique de ma reconnaissance pour m'avoir convié à participer à cette remarquable, passionnante conférence internationale sur la connaissance des océans au service du développement durable, avec des brillantes interventions de scientifiques compétents, passionnés, passionnants. Ça enrichit la réflexion qui est la mienne sur ces sujets. L'ambassadeur Segura a eu la faiblesse de dire que ces questions me passionnaient. C'est vrai que je n'ai pas été formé de façon scientifique, mais j'ai probablement compris dans les mandats politiques que j'exerce ou que j'ai exercé combien la science pouvait être utile pour aider à la bonne prise de décision. De l'accessibilité des données scientifiques aux décideurs politiques, point d'interrogation, telle est la question que vous me posez pour aborder la conclusion de ces 2 journées, la conclusion que j'ai le plaisir de partager avec mon ami Francis Vallat. Puis-je éclairer cette question de 2 interrogations, 2 ou 3 interrogations complémentaires avant de tenter en quelques minutes de vous faire part de mon expérience, mais aussi de mes convictions. À travers cette question, au fond, et si je comprends bien les scientifiques qui êtes ici rassemblés, mais aussi tous vos collègues qui ne sont pas là, mais avec qui vous partagez ces interrogations, vous vous demandez souvent quelle est l'utilité, l'efficacité, voire la pertinence de vos recherches par rapport au monde politique. Parviennent-elles jusqu'à la sphère des décideurs? N'êtes-vous pas dans un entre-vous construit régulièrement où vous avez le bonheur de vous retrouver, d'échanger, de croiser vos communications? Si oui, comment s'en servent-ils les décideurs politiques? Qu'en font-ils? Quels en sont les effets? S'ils ne s'en servent pas, pourquoi cette incompréhension? Pourquoi cette mauvaise utilisation de vos travaux? Est-ce un refus des décideurs sur le ton c'est à nous de décider, après tout, c'est notre responsabilité. La science n'a rien à voir avec les mandats que nous détenons du suffrage universel de nos électeurs, qui sont nos seuls mandants. Et c'est des choses qu'on entend régulièrement encore. Est-ce un manque de partage entre les 2 communautés, sur l'une campant sur la rationalité de la science, sur les certitudes, même les incertitudes d'ailleurs qui en résultent, y compris pour la communauté, l'autre sur la légitimité acquise du suffrage universel, comme je viens de le dire à l'instant. Est-ce l'inquiétude des décideurs qui, ne comprenant pas toujours les propositions, les analyses des scientifiques, les réfutent par avance, doutent de leur pertinence, certains par manque d'intérêt, par obscurantisme, voire quelquefois par lâcheté? Je parle des décideurs politiques. Et j'assume de faire partie de cette communauté parce que c'est pas parce qu'on est décideur politique qu'on est nécessairement intelligent, droit et courageux. C'est pas nécessairement non plus parce qu'on est décideur politique qu'on est lâche, on est simplement un homme et parfois le suffrage universel vous renvoie à des responsabilités qui sont difficiles à exercer. Et au lieu de prendre appui sur ceux qui peuvent nous aider, comme vous l'avez démontré pendant ces 2 jours, parfois l'homme politique se réfugie dans des obscurs prétextes pour ne pas prendre la mesure des décisions, la bonne mesure des décisions qu'il a à prendre. Pourtant, la science est aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, omniprésente dans tous les sujets que nous avons à traiter et qui traversent et secouent les sociétés du monde.
Vous l'avez montré de façon très brillante tout au long de ces journées, particulièrement sur ce qui a trait à l'océan et sur tous les plans, juridiques, économiques, biologiques, climatiques et bien d'autres que je ne cite pas. Mais à l'évidence, ce ne sont pas les seuls champs dont sont saisis les décideurs. Le domaine de la santé, de la transition énergétique, des pertes de biodiversité, mais aussi les sujets liés aux sciences sociales sont d'importantes thématiques sur lesquelles les scientifiques, établissements publics, universités, instituts, ONG se penchent à longueur d'année pour étudier, analyser, explorer, tenter de comprendre les problèmes de toute nature que connaît l'humanité et bien sûr d'essayer d'y apporter des réponses. À ce stade, il faut m'arrêter un instant sur l'expression « les décideurs politiques ». Finalement, quels sont les types de décisions concernées ? À quel niveau la décision est-elle prise? Et un instant plus tard, je vous parlerai de finalement qui est un décideur politique. Alors s'agissant du niveau, s'agissant de la France, puisque c'est celle que je connais le mieux sur ce sujet, il y a au moins 4 niveaux. Je vais être rapide, rassurez-vous, le niveau local, le niveau national, le niveau européen, le niveau international, ces 4 niveaux étant très souvent retrouvés dans d'autres pays avec des organisations parfois un peu différentes, mais globalement on les retrouve tous. L'imbrication entre ces 4 niveaux est certaine et rend difficile à ce stade la réponse à la question qui décide. J'en veux pour exemple la façon dont les hommes politiques français ont du mal à assumer les décisions prises au niveau de l'Union européenne. Quand elles sont profitables à leurs intérêts, aux intérêts de leurs mandants, ils se les approprient. Quand elles sont impopulaires, ils disent « ce n'est pas nous, c'est l'Europe ». Et on voit bien où tout cela nous mène. Donc, le décideur n'est pas nécessairement celui qu'on croit. J'évacue volontairement, pour ne pas tarder trop, le niveau strictement local, car ce sont le plus souvent des décisions de proximité pour lesquelles la science intervient certes, mais de façon très indirecte, encore que beaucoup d'éléments scientifiques arrivent à se poser aujourd'hui avec l'organisation des intercommunalités, la multiplication des communautés urbaines, l'urbanisation de la France et les grandes conurbations qui existent à travers le monde. Elles interpellent le scientifique peut-être dans des sciences moins dures que celles que nous avons évoquées aujourd'hui, mais néanmoins utiles. Les 3 niveaux de décision pour lesquels les scientifiques et décideurs politiques sont plus probablement concernés, le niveau national, européen et international, l'océan en est une bonne illustration. Le regard que je porte depuis quelques années maintenant sur le niveau national m'amène à m'y arrêter un peu plus longtemps. J'ai été 15 ans député, je suis aujourd'hui sénateur, j'ai présidé le conseil d'administration de 2 établissements publics de l'État, l'un, le Conservatoire du Littoral, l'autre, l'Agence des aires marines protégées. J'ai rapporté sur des sujets difficiles de nombreux textes législatifs, parfois assez complexes. Je pense souvent aux premières lois bioéthiques, qui étaient un peu mon baptême du feu quand j'étais jeune député, mais qui étaient bigrement compliquées sur le plan éthique et sur le plan scientifique, mais aussi plus récemment la loi sur la reconquête de la biodiversité. Je préside au Sénat le groupe de travail sur le suivi des négociations climatiques internationales, mais m'intéresse également à la gestion des zones humides au titre de la Convention de Ramsar. Je suis enfin, pour dresser un bref tableau, membre du Conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises. C'est vous dire que mes préoccupations me mènent loin dans les océans et que j'ai eu le privilège d'aller visiter, parce que j'aime bien aller visiter les sites sur lesquels je travaille. Je pense pouvoir dire de façon certaine que sur la plupart des sujets que j'ai eu à traiter, certes, le droit qui correspond à ma formation de base a été très important. Mais jamais je n'aurais pu avancer dans tous les sujets évoqués, ni les comprendre, ni essayer de les faire évoluer si différents acteurs scientifiques n'avaient pas contribué à m'éclairer, expliquer la pertinence de l'objectif poursuivi. J'ai eu cette chance, j'ose pas dire cette intelligence, parce que l'intelligence, ça veut dire comprendre, donc ça peut être d'avoir cette compréhension voilà, tout seul, on ne fait pas grand-chose, y compris sur des sujets législatifs, et que l'apport des scientifiques est un apport de contribution qui est, à l'évidence, sur les sujets rapides que j'ai évoqués tout à l'heure, essentiel. Beaucoup dans cette salle, en tout cas j'en ai vu pendant ces 2 jours, ont participé à des prises de décision. Parce que finalement, la question qui se pose aujourd'hui à cet instant, c'est qui décide ?
On dit les décideurs n'écoutent pas. Mais c'est qui un décideur? Avez-vous rencontré un décideur? Pouvez-vous m'en désigner un? Alors j'ai essayé de... Évidemment, quand on a une responsabilité politique, quelque part, je décide pour une voix au Sénat sur 348 voix. Quand j'étais député, une voix sur 577, ça n'est pas fondamental. Néanmoins, on a un pouvoir, une décision d'influence, parce qu'on peut entraîner, on peut mobiliser, on peut expliquer, on peut s'engager. Et ça, effectivement, c'est contribuer à la prise de décision. Rarement, un homme décide tout seul. Dans cette salle ont participé à nos travaux et sont intervenus dans les débats des gens qui ont travaillé dans les cabinets ministériels, des gens qui ont dirigé des administrations publiques, des gens qui ont dirigé des grands établissements publics de l'État, ont à des titres divers participé à des réunions interministérielles, là où le sein des saints, en dehors du Conseil des ministres, où les décisions se prennent. Tous ces gens-là participent à la décision, à un degré qui est variable, qu'on apprécie comme j'essaye de l'apprécier, c'est-à-dire de façon peut-être un peu malhabile, mais qui est en fonction de leur personnalité, en fonction de leur connaissance, en fonction de leur influence, en fonction de leur expérience, mais ils participent à ces décisions. Aucun homme, aucune femme ne peut prétendre prendre la décision. Dans notre pays, en France particulièrement, il est impossible de ne pas noter que notre tradition républicaine et d'inspiration régalienne est centralisée et que cette arborescence de la construction étatique ne date pas d'hier. Les régimes politiques, après régime politique, la France s'est construite en s'appuyant sur une fonction publique extrêmement compétente, nombreuse, qui, sans être décisionnaire au sens formel du terme, inspire et organise les décisions des hommes politiques depuis des siècles. Là, encore une fois, apprécier. À l'évidence, un ambassadeur qui participe à des réunions avec des parlementaires, dans une réunion à l'étranger, ne va pas prendre la décision avec eux de la conversation qu'ils vont avoir avec leurs homologues du pays, mais il va discuter avec eux, les orienter sur les richesses, les faiblesses, les opportunités, et donc il va avoir, à travers ce pouvoir d'influence, eh bien, il va prendre une part à la décision. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, parce que finalement, collectivement, nous avons besoin les uns des autres. J'en viens donc à l'évidence sur le sujet qui nous intéresse. Les scientifiques participent-ils à la décision? Évidemment, oui. Ils sont dans l'entourage des hommes politiques. Le président de la République a un conseiller scientifique, le Premier ministre a un conseiller scientifique, chaque ministre ayant un sujet qui a trait à la science a un conseiller scientifique, les grands établissements publics ont des conseils scientifiques, les grands chefs d'entreprise ont des conseillers scientifiques. Francis Vallat vous a parlé d'économie, mais les grands chefs scientifiques, pensez que le président de Total n'a pas autour de lui une équipe scientifique de très grand niveau, que le président d'EDF n'a pas à son côté une équipe scientifique de très grand niveau. C'est là où l'espèce d'équilibre est complexe à la fois à comprendre. Chacun voudrait dire je prends une part à la décision qui est visible, mais cette prise de part à la décision, elle est ténue, elle est fine, elle est intelligente, elle est en finesse, et c'est ce qui rend très difficile son appréciation. Les efforts qu'il faut qu'on accomplisse les uns et les autres, c'est d'organiser mieux la mutualisation de nos compétences, la mutualisation de nos expériences, pour essayer de nous aider à mieux régler les problèmes qui sont devant nous. On ne le fait probablement pas assez. Mieux connaître les rouages des processus qui conduisent à la décision politique, c'est indispensable pour les scientifiques. Et j'ai observé à plusieurs reprises, pour en parler avec eux, qui ne savent pas toujours très bien à quelle porte sonner pour aller discuter. Ils vont voir le ministère qui leur dit « non, n'allez pas ennuyer les députés, c'est pas votre rôle, c'est le nôtre ». Et alors que nous avons nos portes ouvertes pour discuter avec tout le monde, c'est pas compliqué, il suffit de demander, et on reçoit régulièrement la communauté scientifique au Parlement. Donc il y a probablement des incompréhensions, mais il y a également des incompréhensions du côté des politiques qui se disent ces réflexions, ces études que mènent les universités, les grands scientifiques, comment les intégrer dans le processus de décision politique. C'est pas toujours si facile. La formation, il n'y a pas de formation exigée pour être un décideur politique. J'ai des collègues qui ont un certificat d'études, point. Et donc c'est leur intelligence, la construction de leur intelligence de terrain qui les a amenés, mais ils n'ont pas nécessairement la parfaite compréhension, peuvent
peut-il parfois avoir certains complexes à discuter avec des scientifiques qui s'expriment bien, connaissent le sujet par cœur, ont une certaine assurance dans son expression, et ça peut parfois, de façon réelle, poser des problèmes de bonne entente, de compréhension. Donc voilà. Autour du Parlement, de façon institutionnelle, il existe des tas de choses. Je pense qu'il faudrait qu'on les revisite. Je pense en particulier à l'Office d'évaluation, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, et je vais terminer rapidement là-dessus. C'est un organisme qui a été créé au début des années 80, qui réunit 36 parlementaires, 18 sénateurs, 18 députés. Et, comme son nom l'indique, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, c'est quelqu'un qui inspire. Le problème, c'est que là encore, c'est jouer un petit entre-soi. C'est toujours les mêmes qui figurent d'un mandat sur l'autre, donc c'est très difficile pour un nouveau parlementaire de rentrer dans le jeu. C'est une affaire de spécialistes entre eux. Les scientifiques parlent aux scientifiques. Il y a des scientifiques chez les parlementaires, donc ils se retrouvent avec leurs collègues scientifiques qui sont à l'université ou dans les instituts de recherche. Là, à nouveau, un petit entre-soi. Et c'est beaucoup plus facile de se parler entre nous quand on connaît bien le sujet. C'est comme quand on va au concert, on aime bien parler à des gens qui connaissent la musique plutôt que de parler, d'initier quelqu'un qui n'a jamais entendu de notes de suite. C'est la même problématique, et donc je pense qu'il y aurait lieu, j'en ai parlé dans l'entourage du président du Sénat, une réflexion plus approfondie sur une réflexion nouvelle, plus de prospective, plus d'anticipation des technologies qui sont devant nous. Quand on voit la fulgurance de la transition numérique, c'est stupéfiant de regarder qu'on est pris par Uber, on est pris par l'économie des plateformes, un peu par surprise. Les hommes politiques n'ont pas vu venir grand-chose. Et donc, oui, mais peut-être que des scientifiques auraient pu nous initier, et si on était dans des cellules de veille partagées, où les uns et les autres, on discuterait de façon informelle sur quoi faut-il faire attention aujourd'hui, quelle est l'économie de demain. Et je pense qu'on a à être un peu plus agiles les uns et les autres, être moins dans des circuits verticaux et davantage dans des circuits transversaux. La transversalité crée beaucoup de richesses, la verticalité, ça fait de très jolis orgues, mais il faut encore que le maître d'orgue soit de très grand talent. Donc voilà, ma conviction, c'est qu'évidemment, sans ça je ne viendrai pas à des colloques de cette ici, vous m'avez invité, c'est très gentil. Si je n'étais pas convaincu que c'est bon pour moi, c'est peut-être bon pour nous de partager, c'est peut-être bon pour moi quand je rentre au Parlement de faire partager mon enthousiasme par mes collègues. Il faut faire du prosélytisme. Hein, n'hésitez pas à en faire, il n'y a aucune honte à aller discuter. Ça n'est pas faire du lobby, du mauvais lobby auprès des parlementaires, que d'ailleurs Francis a fait un lobby fantastique auprès des parlementaires pour les convaincre que l'économie de la mer était une dimension essentielle de l'économie française. Et il a réussi. Regardez le nombre de participants aux assises de l'économie de la mer, regardez le succès du cluster maritime. Il y a 10 ans, tout le monde aurait souri, a souri d'ailleurs, quand il a lancé cette aventure. Les assises de la science de la mer avec des élus, voilà, peut-être des idées auxquelles il faut réfléchir, peut-être des petits groupes, pas nécessairement de grandes manifestations, mais on a besoin de rencontrer des scientifiques. On a besoin. Le monde est tellement compliqué, les sujets sont tellement difficiles qu'on a besoin de votre appui, de la même façon que vous avez besoin de comprendre quelles sont nos interrogations pour nous aider à les dépasser, pour nous aider à les faire progresser. Ça n'est que collectivement qu'on gagne dans la vie. C'est rarissime qu'un individu tout seul, à part Thomas Coville, quand il fait le tour du monde sur son bateau, et encore, il y a tous ceux qui ont construit le bateau, il y a tous ceux qui l'ont routé, qui ont participé à l'aventure. Voilà, je pense que c'est le travail collectif scientifique, le travail collectivement scientifique, volontaire, être tous concernés par les problèmes à résoudre. Plus que jamais, nous avons besoin de cette collaboration. Merci de votre attention. Excellences, Monsieur le Sénateur, Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes tristement, au moins pour moi, arrivés au terme
de 2 jours intenses qui nous ont permis de faire un inventaire des avancées dans la recherche scientifique marine, d'échanger entre les diverses disciplines scientifiques ou juridiques afin de mieux répondre aux préoccupations de la communauté internationale sur des domaines demandant une attention particulière dans le but soit de renforcer les capacités dans des secteurs d'activité maritime pour en tirer un meilleur profit dans un souci de développement économique durable, soit de rechercher les solutions pouvant atténuer les dommages causés au milieu marin. Après les conclusions enrichissantes, ouvertes sur des perspectives constructives, il n'est pas dans mon intention d'ajouter des propos aux interventions que nous venons d'entendre. Je souhaiterais toutefois faire 4 remarques sur des points qui soit n'ont pas été abordés, soit pour insister sur l'importance de quelques aspects afin d'encourager davantage de travaux de recherche. Premier point. Les découvertes scientifiques de ces dernières décennies sont spectaculaires. Elles ont ouvert des pans nouveaux dans la connaissance des océans. Cependant, celles-ci restent limitées si l'on observe que des immensités océaniques sont encore inconnues, que les vastes ressources qu'elles recèlent, ainsi que les vastes ressources qu'elles recèlent. 2 éléments freinent, à mon sens, l'accroissement des recherches en mer. Tout d'abord, l'absence de ressources financières suffisantes, car les recherches sont de plus en plus coûteuses, tant en matériel, comme nous avons pu le constater avec la description des nouveaux moyens utilisés, qu'en termes humains. Un effort plus important devrait être fait par les gouvernants comme par de grands groupes ou fondations privées pour accroître les sommes consacrées à la recherche et au développement, d'autant plus que les retombées économiques seraient non négligeables. Ensuite, si la coopération existe entre les différentes institutions, nationales ou internationales, celle-ci n'est pas assez structurée et ne tient pas suffisamment compte des mécanismes de gouvernance existants pour renforcer la coopération entre les chercheurs, non seulement dans leurs activités de recherche, pour mettre en commun leurs compétences, leurs moyens, mais aussi dans le partage des données, leurs interprétations, rendant celles-ci plus accessibles aux décideurs politiques. La coopération est en effet seule capable de favoriser les synergies nécessaires entre toutes les activités qui s'exercent sur les mers et les océans. Une gouvernance solidement établie permet de coordonner les activités en évitant les doubles emplois. Il convient donc de regrouper les initiatives pour canaliser les efforts et réduire les coûts en évitant des gaspillages inutiles par l'éparpillement de projets de recherche portant sur des objectifs identiques. Deuxième point. La réconciliation du droit et de la science est à encourager et à développer pour favoriser une meilleure compréhension des règles, non seulement de la part des chercheurs, mais aussi de la part des États, afin de permettre entre eux une meilleure coopération pour l'obtention des autorisations nécessaires aux travaux, ainsi qu'une collaboration plus efficace dans la protection des résultats, leur utilisation et leur diffusion. Il faut se rappeler les tensions qui présidèrent à la recherche du consensus concernant le régime juridique de la recherche contenue dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La guerre froide qui sévissait dans les années 70 au moment des négociations au sein de la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer obligea à des pirouettes dans la quête de solutions pouvant satisfaire les 2 grands États en conflit latent, les États-Unis et l'Union soviétique. Ce régime traduit ces tensions par le caractère ambigu de la partie 13.
Mais je pense qu'elle a été suffisamment expliquée et que je crois que tout le monde va partir en comprenant mieux un grand nombre de ces dispositions. L'autre source de tension résulte évidemment de la création de la zone économique exclusive à laquelle se sont opposées dans un premier temps les principales puissances maritimes peu disposées à voir réduire le principe de la liberté des mers. Je voudrais d'ailleurs ici rendre un hommage affectueux à l'ambassadeur Alexander Yankov de Bulgarie, qui présida au sein de la 3e conférence des Nations Unies les travaux de la 3e commission chargée du texte de la recherche scientifique marine. Par son intelligence, sa finesse dans l'art de la négociation et la recherche du consensus, il a permis, malgré les énormes difficultés, la rédaction de la partie 13 de la Convention, certes loin d'être parfaite, mais qui a le mérite d'exister, offrant le meilleur compromis possible compte tenu des circonstances. Je regrette qu'en raison de son grand âge, il ne puisse être parmi nous. Troisième point, un aspect qui n'a pas été soulevé dans cette conférence, mais qui pose de sérieux problèmes aux chercheurs, est celui des frais attenant aux envois du matériel de recherche. Les coûts associés à l'expédition des équipements à travers les frontières, ainsi que les taxes douanières, sont prohibitifs et réduisent les moyens qui pourraient être affectés plus utilement à la recherche elle-même. Il est suggéré qu'à travers la Commission océanographique intergouvernementale soit créé un traité global pour éviter les taxes en mettant en place un carnet, un type de passeport, accompagnant les équipements et assurant leur libre circulation. Enfin, quatrième point que je souhaiterais soulever concerne la science et la déontologie. Ce sujet est délicat. Mais comme dans toute profession, il existe des règles et des principes qui régissent les activités de ses membres. La communauté scientifique est une communauté qui se mondialise. Elle a compris les vertus des rencontres internationales, des échanges. Cette communauté mondiale est soudée par la recherche du savoir et la compréhension des phénomènes. Elle s'autoresponsabilise et établit ses règles de déontologie qui sont basées sur l'intégrité, la vérité, la preuve basée sur des arguments raisonnés. De nombreux serments et appels, en France par exemple, le serment d'Archimède ou l'appel de Metz, ont établi des principes d'éthique et de déontologie que tout chercheur scientifique se doit de respecter pour lutter en particulier sur l'inconduite professionnelle scientifique, à savoir la fabrication des résultats, c'est-à-dire la création novo des données, la falsification par l'altération de conclusions et le plagiat. Les principes à respecter sont la véracité dans la restitution des travaux réalisés, la précision dans la description des résultats, l'efficience dans l'utilisation des ressources mises à disposition et l'objectivité dans l'analyse des résultats et dans la discussion de l'ensemble des données. Je laisserai évidemment à Rabelais le dernier mot. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Enfin, pour conclure, permettez-moi d'adresser mes plus profonds remerciements à toutes ceux et toutes celles qui nous ont apporté leur aide précieuse dans la préparation de cette conférence. Tout d'abord, mon ami Élie Jarmache, qui nous a apporté ses conseils et avis éclairés dans le montage du programme, M. Robert Calcagno, directeur du musée, notre hôte, Madame Nadia Ounaïs, directeur opérationnel de l'Institut océanographique Fondation Prince Albert Ier. Je remercie tout particulièrement son Excellence, M. Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement, ministre des Relations extérieures et de la coopération de la Principauté de Monaco, pour l'aide financière octroyée qui a été cruciale pour organiser cette rencontre internationale. Enfin, un immense merci à notre Institut, l'INDEMER, qui a mis toute son énergie, sa foi et son enthousiasme pour en assurer le succès. Mes remerciements vont à mon ami M. Jean-Charles Sacotte, président du conseil d'administration. Évidemment, et là je voudrais qu'on l'applaudisse, à Mme Patricia Audibert, ma collaboratrice, sans laquelle rien n'aurait pu être accompli. Je remercie aussi nos interprètes,
Merci beaucoup, car sans vous aussi, cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Évidemment, je vous remercie tous de votre participation, des interventions extraordinaires que nous avons entendues et qui, je crois, vont nourrir nos réflexions pour un bon nombre de temps. Merci, bon voyage, thank you very much, have a good trip back, but for now, let's go to the Yacht Club de Monaco. Oui, je sais, je voyais bien que vous étiez en Merci tête. infiniment. Et je vous en prie, j'ai besoin de votre papier. Que vous le rappellerez. Voilà. Je me rappelle. Oui. Sans ça, je vous le madame, rappellerai. merci beaucoup. Au revoir. Je vous fais. Eh bien, j'espère qu'on se revoit. Ben, ça y voit. Pas aller trop fort dans mon papier, ça vous Très, a très pas bien. déplu? Parfait. Ah non, vraiment, tous les deux, vous avez été parfaits. C'était ce que j'attendais. Non,